Permettez-moi de ne pas être d'accord avec ce que je viens d'entendre. Bien sûr, les policiers manquent de tout. Il manque d'équipement, il manque... Il y a une remise à niveau qui est annoncée par l'exécutif, 400 millions d'euros débloqués pour eh bien justement mettre à jour le parc automobile des fonctionnaires. Oui, il manque d'automobiles, il manque de véhicules, il manque de locaux. Je vous invite à les découvrir. Le quart nord, le commissariat des quartiers nord de Marseille, le commissariat du 14e arrondissement, ils travaillent dans des conditions insupportable. Il manque de matériel. Moi, j'ai rencontré des policiers qui me disaient que, vous voyez, ça, cette caméra, ces gants, c'est moi-même qui les ai achetés. Je ne l'ai pas dit à mon épouse pour pas avoir de problème à la maison. Donc, il manque de tout. Il manque de reconnaissance, bien sûr, financière. Les nuiteux perçoivent une prime, on va dire, de 97 centimes de plus à l'heure par rapport à ceux qui travaillent de jour. Donc, il manque de tout. Mais ils sont là. Parce que être flic, être policier, c'est une mission, c'est pas un boulot comme un autre. On entre dans la police parce qu'on a envie de servir la population, de servir le pays, de servir la République. Mais vous dites, il n'y a pas de volonté politique, comme Laurent Saillet finalement, que ça change. Ce dont il manque le plus, pardonnez-moi, mais on vient encore de l'entendre aujourd'hui, c'est de reconnaissance et de soutien moral. C'est qu'ils ne sont plus soutenus par leur hiérarchie. Leur hiérarchie leur met la pression pour ne pas utiliser les moyens dont ils disposent encore, c'est-à-dire, par exemple, leur arme. Pourquoi se font-ils voler leur arme? C'est parce qu'ils n'ont pas, j'allais dire, ils ne souhaitent pas l'utiliser, ils ne souhaitent pas la sortir de leur étui parce qu'ils savent déjà qu'en la sortant, ils vont devoir faire des rapports. S'ils l'utilisent ne serait-ce qu'en tirant en l'air, il y aura d'autres rapports et ça sera déjà une tempête médiatique. S'ils l'utilisent en direction de ceux qui les menacent, alors là, ça sera le tribunal tout court. Donc ils sont démunis moralement et ils en viennent à se laisser désarmer. Ils en viennent à s'enfermer dans un commissariat alors qu'ils sont sauvagement attaqués, qu'ils risquent leur vie. Ils devraient pouvoir utiliser leurs armes. Manifestement, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le soutien pour ça. Moi, raison pour laquelle j'ai déposé au Sénat il y a quelques mois une proposition de loi qui instaurerait une légitime défense. Une légitime défense pour les policiers. Il y a un cadre très strict qui encadre l'usage de l'arme, effectivement, quand il y a et la réalité, la mise en danger. C'est qu'en face, les crapules le savent très bien. Ils savent très bien que les policiers sont désarmés moralement et qu'aujourd'hui, on peut, pardonnez-moi le terme, se faire un flic. Et quand on se fait un flic, un policier, eh bien dans la cité, on prend du grade. On se fait aussi on se fait aussi un pompier, on se fait aussi un médecin, parce que tout ce qui peut représenter la République, tout ce qui peut représenter la France en réalité, eh bien on l'attaque sciemment. Alors quand c'est un policier, alors là c'est... Je vais vous donner la parole, mais Stéphane Ravier, vous ne rejoignez pas Jean-Luc Burgas sur la formation, peut-être les carences de la formation? Je ne pense pas que ce soit une question de formation. Je pense que les policiers qui sont des hommes et des femmes aguerris, eh bien, ne recevant pas le soutien de leur hiérarchie, eh bien, je dirais, sont pieds et poings liés et se laissent désarmer, se laissent agresser, se réfugient. Et chaque jour, les crapules avancent et la République recule. Laurent Saillet. De la police, c'est s'interroger sur parfois... Entendre ça, c'est la triple peine pour les policiers. Ils ne sont pas équipés, pas soutenus. Ils sont les cibles, parce que ce sont des cibles maintenant. C'est une motivation pour les crapules que d'attaquer un policier. Ce sont les cibles et les victimes des crapules. Et en plus, on les accuse d'être mal formés, d'être violents, de ne pas respecter les codes. Vous n'acceptez pas qu'on se pose la question. Et s'il y a eu quelques accidents, ils sont si peu nombreux par rapport à ce que les policiers subissent au quotidien. Eux-mêmes le disent qu'ils ne sont pas assez formés. Et dans le temps, dans la continuité, la formation continue. Donc c'est pas un reproche fait aux policiers de dire qu'ils sont pas assez formés, trop peu formés. C'est pas la cause la semaine dernière du désarmement. Mais peut-être pas. On peut se poser la question, oui ou non? C'est pas s'attaquer aux policiers de dire qu'ils sont pas assez formés. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est la première des questions que vous vous posez. Non, c'est pas la première. Vous ne posez pas la question de savoir. Non, j'ai commencé, si vous m'avez bien écouté, j'ai commencé. Il faut accorder les moyens à la police, la question des moyens. Il faut sanctionner davantage, s'il faut donner les moyens à l'administration pénitentiaire. Vous remettez en premier lieu, et vous remettez en cause la formation, comme si, encore une fois, c'était de la faute de la police. Mon Dieu, je crois qu'il faut plutôt rendre hommage aux policiers, car je dis qu'ils sont quand même sur le terrain malgré le manque de moyens. Bien entendu, mais et s'ils n'étaient pas là, c'est le dernier rempart. Avant l'anarchie, avant la guerre civile, c'est le dernier rempart. C'est votre litanie permanente. Je crois que plutôt que de les blâmer, il faut les soutenir.
Écoutez, oui, l'insécurité que Emmanuel Macron continue d'ignorer, il est dans le déni. Il reçoit les représentants des forces de l'ordre demain. Mais ce séparatisme islamiste qu'il a déjà débaptisé, parce qu'il a été pris de, je ne sais pas, peut-être de vertige devant autant de courage, d'avoir nommé enfin l'ennemi. Il a fait un pas en avant, deux pas en arrière, puisqu'il parle désormais de laïcité. On n'est que dans les annonces et le problème est important, il est même extrêmement grave. On refuse d'évoquer la cause du séparatisme qui est la politique d'immigration massive. Donc là, ça aussi, ça va constituer un des talons d'Achille d'Emmanuel Macron. Et j'y ajouterai quand même le désastre social, parce la France vient de franchir un nouveau cap. Elle atteint un nouveau record dont on se passerait bien, puisque ce sont désormais 10 millions de Français qui survivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ce domaine-là n'est pas très glorieux, c'est le moins que l'on puisse dire, pour le chef de l'État. Ou les cafés. Stéphane Ravier, est-ce que vous seriez favorable à la mise en place d'un couvre-feu, par exemple dans votre département, dès 20h, ou est-ce que vous dites 22h, c'est plus raisonnable, ou pas de couvre-feu, parce qu'à Marseille, on a suffisamment... On a suffisamment subi, monsieur Véran. Voilà. Les lubies, les changements de cap. Monsieur Véran a annoncé il y a 3 semaines la fermeture, et puis soudainement des restaurants. Il devait annoncer la fermeture des bars, et puis au dernier moment, il annonce la fermeture des restaurants, expliquant qu'il avait consulté les élus locaux, alors que moi, à ce moment-là, j'étais avec eux à l'occasion de la campagne des élections sénatoriales. Et l'un d'eux regarde son portable et apprend par la presse que le ministre allait faire fermer donc les bars, les restaurants sur toute la région. On dit voilà, sur le couvre-feu, je dois me débrouiller avec ça maintenant. Donc, sur l'idée du couvre-feu, écoutez, le virus circule davantage la nuit que le jour, donc il va y avoir un couvre-feu à 21h, 22h, 23h, mais on va laisser les Marseillais, les Français en général, s'entasser dans les métros, dans les transports en commun en général, vous l'avez dit, dans les écoles et dans toutes sortes de lieux plus ou moins publics. Vous voyez bien que l'idée est de ralentir la circulation du virus, notamment chez certaines populations. Les jeunes, ceux qui sortent le plus. La réalité, c'est que Emmanuel Macron et comme son gouvernement sont dans la réaction et dans l'urgence pour n'avoir tiré aucun enseignement de ce qui s'est passé depuis le mois de mars. Il n'y a eu aucun investissement dans les hôpitaux, ni en matériel, ni en personnel soignant. C'est tellement vrai que le personnel soignant en a tellement marre. Alors les chiffres ne vous donnent pas forcément raison, mais... Qu'il démissionne, comme quoi la médaille en chocolat, ça ne suffit pas. C'est ça la réalité, c'est que les mesures n'ont pas été prises en amont, donc en aval, on va punir les Français, on va restreindre leur liberté, on va interdire. Et c'est le gouvernement de l'interdiction, de la fermeture. Et d'ailleurs, les Français sont punis, les restaurateurs sont punis. Combien de milliers d'emplois allons-nous perdre à la crise sanitaire? On va ajouter une crise économique, l'un va alimenter l'autre. Je crains que... Et d'ailleurs, on se tournera vers vous dans un instant parce que vous serez sans doute amenés à voter. Les parlementaires pourraient être amenés à voter une sorte de loi d'exception, l'état d'urgence sanitaire. Ça fait 6 mois qu'on est dans l'exception. Voilà. C'est une exception. Alors, l'urgence sanitaire... un état d'exception, un état d'urgence qui dure depuis 6 mois. Ça commence à faire long. Mais vous dites les libertés fondamentales, les libertés individuelles sont remises en cause. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, et j'en suis même assez bien placé pour le savoir, le gouvernement demande une prolongation de cette situation d'exception jusqu'au mois d'avril. Donc ça va faire bientôt 1 an qu'on est dans l'exception. Et au Sénat, on dit plutôt jusqu'au mois de janvier déjà, et ensuite on verra. Mois d'avril, juste pour demande jusqu'au 31 janvier, coupe la poire en deux. Moi, je m'oppose catégoriquement à ces restrictions des libertés individuelles, à ces restrictions des libertés économiques, parce que le pays va subir une crise économique telle que cela va accentuer la crise sanitaire. Quand on n'aura plus les moyens du tout d'investir dans les hôpitaux, ça ne fera qu'accentuer la crise sanitaire. Et aujourd'hui, vous trouvez que la situation elle est fondamentalement différente quand les préfets localement imposent des restrictions, Ces restrictions, cela fait 1 an que ça dure, et les libertés individuelles, elles sont fondamentales. Alors je tiens compte bien sûr de la réalité sanitaire, mais je rappelle
que la crise, elle s'est déclenchée en février-mars et que depuis février-mars, on devrait faire autre chose que de naviguer à vue. On aurait dû tirer les enseignements de ce qui s'est passé en investissant dans les hôpitaux, dans le personnel soignant, dans le dépistage, aux frontières, auprès de ceux qui nous rendent visite et qui viennent de pays à risque, mais tout ça n'est pas encore fait ou mal fait. Pourtant, on a eu 6 mois pour le faire.